J'étais là, debout devant la baie vitrée du ciel de Paris, le monde à mes pieds. C'est du moins ce que je pensais. La tour Eiffel s'étillant juste devant, comme un bijou pour moi seul. Ma main tenait un verre de ce Bordeaux qui coûtait, disons, le prix d'un petit week-end à Deauville. À mon poignet, ma montre, une Patek Philippe, brillait discrètement. Tout était parfait. Puis, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Je ne me souviens pas de l'instant exact, si c'était le mardi ou le mercredi soir. C'était il y a quelques mois, en fait. Où était-ce l'année dernière? Mon cerveau, d'habitude si net, est devenu un brouillard depuis. Bref, j'étais là, profitant de la vue, quand mes yeux ont balayé la salle. Et je l'ai vue. Sophie, mon ex-femme. Elle était assise à une table isolée, avec la meilleure vue, la même que celle que j'avais refusée car j'étais trop près de la cuisine. C'était Sophie, mais ce n'était pas ma Sophie. Franchement, comment j'en étais arrivé là? On se refait le film. Quelques années avant ça, j'étais, je l'avoue, au sommet. Julien Dubois, mon nom était partout. Nexus Innovations, mon bébé, parti d'un garage, bon, plutôt d'un petit atelier à Boulogne-Billancourt, était devenu un empire. Des milliards, une réputation en acier trempé. Marie, ma compagne de l'époque, était à mes côtés. Elle était jeune, sublime, avec ce côté un peu insouciant qui me rafraîchissait, ou du moins, c'est ce que je croyais. Elle admirait le tableau, pas les échafaudages. C'est divin, Julien, pas vrai? Qu'elle me disait souvent, les yeux écarquillés devant le luxe. Le premier ministre espagnol n'a pas pu avoir de table ici la semaine dernière. Et moi, avec mon sourire narquois, je répondais que, probablement, il n'avait pas appelé la bonne personne. J'étais le roi à Quacopi. Sophie Reed, c'était le chapitre d'avant. La femme qui était là quand il n'y avait rien, qui avait soudé des circuits dans l'atelier jusqu'à avoir les doigts en sang. Elle croyait en moi quand personne d'autre ne le faisait. Mais plus mon ambition grimpait, plus elle devenait un frein, non? Elle parlait d'éthique, d'équilibre vie pro, vie perso, de passer du temps ensemble. Des trucs dépassés, quoi. Des antiquités qui n'avaient pas leur place dans la stratosphère où j'allais. Le divorce, c'était chirurgical, propre. J'avais été généreux, il me semble. La maison de banlieue qu'on avait ensemble, un portefeuille d'actions qui la mettait à l'abri, une somme coquette que mes avocats avaient qualifiée de généreusement excessive. Je l'avais payée pour qu'elle disparaisse, pour qu'elle s'éteigne dans une obscurité confortable. Je l'imaginais bien dans un club de lecture ou à la poterie. Une vie tranquille pour une femme tranquille. C'était pour le mieux. Elle était faite pour la banlieue, pas pour le 60e étage d'une tour parisienne. Julien, tu m'écoutes? La voix de Marie, un peu agacée, me tirait de mes pensées. J'étais en train de dire que Candice a le nouveau Birkin Hermès en croco. Je meurs d'envie d'en avoir un. Le taupe est à tomber. On ira à la boutique demain, j'ai répondu, les mots sortant tout seuls. Le prix? Peu importe. C'était un deal simple. Je donnais le luxe, elle donnait l'adoration. Bien plus simple que mon mariage. Moment, je dois faire une pause ici. Toute cette histoire, cette scène au restaurant, l'image de Sophie, puis ce qui s'est passé après, c'était d'un absurde total. Je veux dire, on parle d'un type qui a bâti un empire sur l'innovation, le disruptif, le futur. Et là, ce futur, ma propre vision du monde, se heurtait à un mur qui avait le visage de mon passé. C'est bizarre, non? J'ai toujours cru que j'étais le maître d'orchestre de ma vie, le seul architecte. J'avais même cette phrase. Mon père me la disait tout le temps quand j'étais gosse. Mon garçon, fais attention aux belles promesses. Surtout si elles sonnent trop justes, le diable se cache souvent dans les détails. Il parlait des petits commerçants du marché, mais je n'avais jamais vraiment compris le sens profond de cette mise en garde jusqu'à ce soir-là. Le faste, le succès, Marie, tout ça semblait trop beau, trop parfait. Et la perfection, ça n'existe pas. On le sait, ça, au fond de soi.
On fait juste semblant de l'ignorer. C'est ce que j'ai appris, ou du moins, ce que j'aurais dû apprendre. De toute façon, retour à ma soirée qui partait d'en vrille. Donc, j'ai vu Sophie. Mes poumons se sont vidés. Le château Margaux à 4000 balles la bouteille avait un goût de cendre. Ses cheveux, autrefois d'un brun discret, étaient maintenant coiffés avec un balayage miel élégant. Fini les chemisiers pratiques et les jupes passe-partout. Elle portait une robe bleu nuit, simple mais incroyablement chic, qui épousait ses formes avec une confiance que je ne lui avais jamais connue. Et le rire. Ce n'était pas le rire poli que je me souvenais. C'était un vrai éclat, la tête en arrière, plein d'une joie que je n'avais pas vue en elle depuis plus de 10 ans. Et puis j'ai vu l'homme, et... Non, pas un comptable grisonnant. C'était Pierre Laurent. Le Pierre Laurent, PDG de Laurent Holdings. Un titan dont la fortune familiale remontait à des générations. L'homme que Nexus Innovation essayait de joindre depuis 1 an. L'homme que moi, Julien Dubois, n'avais pas réussi à rencontrer après 3 tentatives. Pierre Laurent, la légende de la finance mondiale, était penché vers Sophie, son attention entièrement sur elle, un regard de pure admiration. Et alors que je le regardais, figé, Pierre a tendu la main et a doucement pris la sienne. Ma Patek Philippe, là, à mon poignet, s'est sentie lourde, insignifiante. « Julien, ça va? On dirait que tu as vu un fantôme. » Marie me coupe dans ma panique silencieuse. Elle a suivi mon regard. « Oh, la robe est sublime! C'est qui? » Un froid inconnu m'étreignait l'estomac. Pas juste de la jalousie. Un sentiment de décalage profond. Comme si une loi fondamentale de mon univers venait d'être brisée. C'était moi qui devais être au sommet. C'était elle qui était censée s'être estompée. Le scénario, c'était moi qui l'avais écrit. Ça, ce n'était pas dans le scénario. J'ai essayé de trouver des défauts. Sa robe, oui, élégante, mais peut-être trop simple. Ses cheveux, chic. Mais est-ce qu'elle n'en faisait pas trop? Mais les critiques mouraient avant de naître. Elle était rayonnante. Elle avait une sérénité, une assurance complètement nouvelle. La Sophie que je connaissais était souvent remplie d'une anxiété tranquille. Cette femme était parfaitement sereine, même en riant avec l'un des hommes les plus puissants du pays. « Tu la connais », Marie insistait, une pointe d'insécurité dans les yeux. « Elle est jolie pour quelqu'un d'âgé. » C'est mon ex-femme, j'ai réussi à dire, les mots étrangers, métalliques dans ma bouche. Les sourcils parfaitement dessinés de Marie ont filé. « C'est Sophie, celle qui, tu disais, vivait dans le New Jersey. » Je pensais qu'elle y était toujours, et je marmonnais, les yeux rivés sur eux. Alors que le sommelier, qui s'était incliné devant ma table avec une déférence quasi divine, s'inclinait encore plus bas devant Pierre et Sophie, ma rage montait. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien se raconter? Sophie, ma femme intellectuelle de bibliothèque, comment pouvait-elle captiver un homme comme Pierre Laurent? J'ai feuilleté les possibilités condescendantes dans ma tête. Est-ce qu'elle lui parlait de son jardin, de ses romans préférés? Ou est-ce que M. Laurent s'encanaillait, s'offrant une idylle inhabituellement simple? Non, ce n'était pas l'indulgence que je lisais sur le visage de Pierre. C'était du respect. Un serveur est arrivé avec nos entrées. Foie gras pour moi, huîtres pour Marie. La vue de la nourriture m'a soulevé le cœur. « Tu ne manges pas? » Marie a demandé, déjà en train de déguster une huître. « C'est divin. » Pas faim, j'ai coupé court. J'ai pris mon téléphone, mon pouce hésitant sur mes contacts. J'aurais pu appeler mon détective privé. Un dossier complet sur Sophie en moins d'1 heure. Où elle vivait, qui elle voyait. Mais quelque chose m'a retenu. Ça aurait été désespéré. Et Julien Dubois n'était jamais désespéré. J'ai essayé de faire semblant, de reprendre le contrôle de la situation, au moins dans ma tête. J'étais Julien Dubois. J'étais la une. Elle, une note de bas de payeuse. C'était un coup de chaise, une anomalie statistique, un dîner de gala.
Elle avait dû gagner une enchère caritative, un dîner avec un PDG. Oui, ça devait être ça. C'était la seule explication qui tenait, la seule qui maintenait mon monde en ordre. J'ai bu une grande gorgée de vin, mais le liquide cher n'a rien apaisé. J'ai essayé de me reconcentrer sur Marie, qui prenait maintenant un selfie avec ses huîtres. Le flash, une explosion de lumière dans la pénombre du restaurant. La lumière ici est incroyable, a-t-elle murmuré, ajoutant des filtres. Candice va être tellement jalouse. D'habitude, sa vanité m'amusait. Ça faisait partie du package. Mais ce soir, c'était irritant. Vide. J'ai regardé Marie, faisant la moue devant son écran, puis Sophie, engagée dans une conversation intense avec Pierre, son expression intelligente et concentrée. La comparaison fut un choc violent, comme plongé dans l'eau glacée. Pour la première fois, j'ai vu Marie non pas comme une version améliorée, mais comme une caricature pâle et unidimensionnelle. Sophie gesticulait, expliquant quelque chose avec une animation que je n'avais pas vue depuis des années. Pierre écoutait, hochait la tête, puis répondait avec une concentration profonde. Ce n'était pas un rendez-vous galant. C'était une rencontre d'esprit. Le nœud froid dans mon estomac s'est resserré, se transformant en un point de rage pure. Rage contre elle d'être là. Rage contre Pierre d'être avec elle. Mais surtout une rage terrifiante et inconnue contre moi-même, pour la réalisation grandissante et horrible que j'avais peut-être fait la plus grande erreur de calcul de ma vie. Je devais savoir. Je ne pouvais pas juste rester là à regarder. L'incertitude était un poison qui se répandait dans mes veines. Je devais réaffirmer ma position, lui rappeler et me rappeler l'ordre naturel des choses. J'ai poussé ma chaise, les pieds raclant doucement le parquet. « Qu'est-ce que tu fais ?» Marie a demandé, levant les yeux de son téléphone, le visage déformé par la confusion. « Je vais lui dire bonjour, ai-je dit, ma voix un grognement bas. C'est la moindre des politesses. Traverser la moquette épaisse du ciel de Paris, c'était comme traverser un gouffre. Chaque pas était un effort calculé pour projeter une aura de confiance décontractée que je n'étais absolument pas en train de ressentir. Les yeux des autres clients me suivaient, reconnaissant le visage familier des couvertures de magazines. J'étais quelqu'un. Je devais me souvenir que j'étais Julien Dubois. En m'approchant, des fragments de leur conversation m'ont atteint, des bribes qui n'avaient aucun sens. Les résultats du bêta-test sont phénoménaux. Une augmentation de 30% de l'efficacité de traitement. Les patchs de firmware. Non, ce n'étaient pas des sujets de club de lecture. Je suis arrivé à leur table juste au moment où un éclat de rire s'éteignait. Sophie a levé les yeux et son regard a rencontré le mien. Pendant une fraction de seconde, un éclair de l'ancienne Sophie a refait surface. Surprise, une pointe de vulnérabilité. Mais elle a disparu aussi vite qu'elle était venue, remplacée par un calme, une neutralité plus troublant que n'importe quelle colère. « Julien », a-t-elle dit. Sa voix était posée, régulière. Pas une question, juste une simple déclaration de fait. « Sophie, quelle surprise de te voir ici », j'ai dit, forçant un sourire qui ressemblait à une grimace. Je me suis tourné vers l'homme à côté d'elle, tendant la main. « Pierre, content de vous voir. Je ne crois pas que nous ayons été formellement présentés. Julien Dubois. » Pierre Laurent s'est levé avec aisance. Il était plus grand que je ne l'avais imaginé, avec une présence calme et autoritaire qui n'avait pas besoin de s'annoncer. Il m'a serré la main fermement. « Monsieur Dubois, bien sûr, je connais votre travail chez Nexus. Un plaisir. » Les mots étaient polis, mais ses yeux étaient froids, analytiques. Ils ne portaient aucune déférence. « J'essaie d'obtenir un rendez-vous avec votre équipe depuis des mois, » ai-je dit, tentant d'un ton de camaraderie légère. Je ne savais pas que tout ce que j'avais à faire, c'était de demander à mon ex-femme de me pistonner. C'était censé être une blague, un petit pic subtil pour remettre Sophie à sa place, comme une simple intermédiaire pour moi, pas une destination en soi. Mais la blague est tombée à plat dans l'air silencieux entre nous.
Sophie n'a pas scellé. Elle a juste bu une gorgée d'eau, son expression illisible. C'est Pierre qui a répondu, sa voix douce comme de la soie. Sophie n'a pas besoin de pistonner qui que ce soit. Son propre travail parle de lui-même et il en dit long. Mon sourire forcé a vacillé. Son travail? J'ai regardé Sophie, une curiosité sincère et condescendante dans les yeux. C'est formidable. Tu as lancé cette petite entreprise de traiteur dont tu parlais toujours? Je me souvenais de ces conversations tard dans la nuit, dans les premières années, quand mes propres rêves n'étaient que des croquis sur une serviette. Elle avait une passion pour la pâtisserie, un don pour l'organisation. Elle rêvait d'ouvrir une petite entreprise de traiteur haut de gamme américaine. J'avais trouvé ça mignon. Sophie a posé son verre avec un léger cliquetis. Non, Julien, je n'ai pas lancé d'entreprise de traiteur. Avant que je ne puisse répondre, Pierre a fait un geste vers la chaise vide à leur table. Veuillez ne pas rester debout, bien que j'imagine que votre compagne vous attend. Il l'a dit avec une politesse parfaite, mais le message était clair. J'étais une interruption. J'ai ignoré la révocation implicite. Je suis resté debout, une présence maladroite. Alors, c'est quoi ce travail qui en dit long? La dernière fois que j'ai eu de tes nouvelles, tu profitais de ta retraite. La phrase est sortie imprégnée du même ton condescendant que j'avais utilisé pendant notre procédure de divorce. Le souvenir de ce jour m'a frappé avec une clarté soudaine. Nous étions dans un bureau d'avocat stérile, l'air lourd d'un ressentiment non exprimé. J'avais juste signé les documents finaux, transférant les actions, virant le paiement. C'est plus que suffisant pour que tu sois à l'aise pour le reste de ta vie, sauf, avais-je dit, utilisant ce vieux surnom affectueux comme une arme. Tu n'auras à t'inquiéter de rien. Tu peux voyager, te trouver un hobby, juste en profiter. Je lui donnais un parachute doré pour une vie qu'elle n'était plus équipée pour gérer. J'étais le visionnaire, le bâtisseur. Elle avait été mon aide, mais son rôle était terminé. Je voyais le règlement non pas comme un bien partagé auquel elle avait droit, mais comme un généreux paquet de départ pour une employée de longue date, mais finalement superflu. Je me souvenais du regard dans ses yeux ce jour-là. Ce n'était pas de la tristesse, pas exactement. C'était un feu étrange et calme que je n'avais jamais vu auparavant. « Ne t'inquiète pas pour moi, Julien », avait-elle dit, sa voix dénuée d'émotion. « Je ne serai pas juste à l'aise. Je me débrouillerai. » J'avais rejeté ça comme de la bravade, le dernier souffle d'une femme fière essayant de sauver une dignité. J'avais même eu une pointe de pitié pour elle. Que ferait-elle d'elle-même sans lui comme centre? Maintenant, la regardant sous la chaude lumière du ciel de Paris, cette pitié s'est transformée en un malaise écœurant. Je m'étais tellement trompé. La retraite ne m'allait pas, a dit Sophie simplement, son regard direct et inébranlable. J'ai décidé de me remettre au jeu. J'ai ri, un rire court et sec d'incrédulité. Sophie, le jeu fut. Le jeu a changé depuis que tu soudas des cartes mères dans notre garage. C'est une autre ligue. Oui, a interrompu Pierre-Laurent, sa voix coupant ma condescendance comme un scalpel. C'est une autre ligue. C'est pourquoi elle exige un autre genre de joueur, quelqu'un avec une vision, quelqu'un qui peut voir les défauts dans l'architecture actuelle que les acteurs établis sont trop arrogants pour remarquer. Chaque mot était une fléchette parfaitement visée, et elles ont toutes touché leur cible. Une chaleur a rampé dans mon cou. J'étais un de ces acteurs établis. Pierre-Laurent parlait-il de moi? Je ne suis pas sûr de comprendre, ai-je dit, la voix tendue. Sophie a regardé Pierre, une communication silencieuse passant entre eux. Il a fait un léger hochement de tête, presque imperceptible. C'était un geste de déférence. Pierre-Laurent se déférait à elle. Elle a reporté son regard sur moi et le masque serein est tombé, révélant l'acier en dessous. Tu te souviens du règlement dont tu étais si fier, Julien? Celui que tu pensais m'acheter une vie d'obscurité tranquille? A-t-elle commencé, sa voix basse mais portant un poids incroyable. Je n'ai pas acheté de villa en Toscane.
Je n'ai pas pris de cours de poterie. Elle s'est légèrement penchée en avant, et pour la première fois de la nuit, j'ai ressenti un véritable tremblement de peur. Je l'ai utilisé comme capital de départ. J'ai fondé une entreprise. Elle s'appelle Ethel Red Logic. Le nom ne me disait rien, juste un mot étrange, archaïque. Ethel Red Logic. Qu'est-ce que c'était? Une sorte de cabinet de conseil? Un lent sourire s'est répandu sur le visage de Sophie et c'était la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue. Pas exactement, a-t-elle dit. Nous concevons et fabriquons des corps de traitement IA de nouvelle génération. Nous avons développé une nouvelle architecture propriétaire. Elle est plus rapide, plus efficace et plus sûre que tout ce qui est actuellement sur le marché. Elle a marqué une pause, laissant les mots flotter dans l'air, y compris ceux sur lesquels votre entreprise Nexus Innovations a construit tout son empire ces 5 dernières années. Le monde a de nouveau basculé, plus violemment cette fois. J'ai senti une vague de vertige si intense que j'ai instinctivement agrippé le dossier de la chaise vide pour me stabiliser. Le bruit ambiant du restaurant, le quatuor à cordes jouant doucement en arrière-plan, les rires lointains, tout s'est déformé en un bourdonnement dissonant et dénué de sens. Cœur de traitement IA, architecture propriétaire, plus rapide que tout sur le marché. Les phrases ont percuté ma conscience comme des boulets de démolition. Ce n'était pas un hobby, ce n'était pas une petite affaire, c'était une menace existentielle directe. La domination de Nexus Innovation sur le marché était entièrement bâtie sur la vitesse et l'efficacité de ces puces de traitement. Elles étaient le standard de l'industrie. C'était ma vache à lait, mon joyau. C'est pas possible, j'ai balbutié, les mots creux. Ce domaine exige des centaines de millions en R&D, des usines de fabrication, une équipe d'ingénieurs de classe mondiale. Tu ne peux pas juste lancer une entreprise comme ça avec un règlement de divorce. Je suppliais, pas seulement j'argumentais, je suppliais la réalité de se réaffirmer, de se conformer aux règles que je comprenais. Le sourire de Sophie est resté calme et inébranlable. Tu as raison, a-t-elle concédé. Tu ne peux pas le faire avec juste un règlement. Mais tu peux le faire si ce règlement te permet d'entrer. S'il te permet de construire un prototype fonctionnel si indéniablement révolutionnaire qu'il attire le bon genre d'attention. Elle a jeté un coup d'œil à Pierre Laurent, qui me regardait avec un intérêt distant, presque clinique, comme un biologiste observant un spécimen au microscope. L'entreprise de Pierre, Laurent Holdings, a mené notre tour de financement de série A, a-t-elle expliqué, son ton aussi neutre que si elle discutait de la météo. Ils n'étaient pas les seuls intéressés. Nous étions sursouscrits. Sursouscrits. Le mot était un coup de poing dans l'estomac. Cela signifiait une frénésie. Cela signifiait que les plus grandes financiers du monde avaient vu son prototype et avaient désespérément voulu en faire partie. Pendant que j'achetais des colliers de diamants à Marie et que j'exhibais mon succès, Sophie construisait tranquillement une arme visant le cœur de mon empire. Mais ton parcours, c'est l'ingénierie électrique d'il y a 20 ans, ai-je protesté, mon esprit cherchant un appui. Tu ne connais pas l'architecture IA. Tu ne connais pas la logistique de fabrication. Tu oublies, Julien, a-t-elle dit, sa voix teintée d'une légère tristesse ironique. J'étais là quand tu as construit Nexus. J'ai lu tous les articles, tous les manuels que tu as ramenés à la maison. C'est moi qui ai débogué ton code initial quand tu étais prête à abandonner. C'est moi qui ai trouvé l'algorithme de base pour ta première puce réussie pendant que tu étais en réseau. Un souvenir longtemps enfoui et intentionnellement oublié a explosé dans mon esprit. Une nuit tardive il y a des années, des tasses de café éparpillées sur le bureau de leur petit appartement. Il était dans une impasse furieux, sur le point de briser son clavier. Sophie, calme et pensive, avait regardé par-dessus son épaule l'écran plein de codes. Et si tu reroutais la file d'attente de traitement parallèle à travers une boucle récursive ici,
avait-elle suggéré doucement. Ça pourrait réduire la latence. Il l'avait initialement rejeté, puis l'avait essayé par désespoir. Ça avait marché. C'était la percée qui était devenue la fondation de leur premier brevet. Il s'en était attribué tout le mérite. Il s'était dit que c'était son idée. Ceci une idée qu'elle n'avait été qu'une caisse de résonance. Je n'ai jamais cessé d'apprendre, a continué Sophie, sa voix me tirant du flashback désorientant. Après le divorce, j'ai eu deux choses que je n'avais pas eues depuis des années, du temps et de l'argent. Je me suis inscrite à des programmes post-universitaires au MIT, en ligne au début, puis en personne. J'ai renoué avec d'anciens collègues, des esprits brillants qui avaient été écartés des grandes entreprises technologiques parce qu'ils étaient trop perturbateurs. Des gens que tu aurais appelés difficiles. Moi, je les appelle mon équipe de direction. Le sang s'est retiré de mon visage. Elle n'avait pas seulement utilisé mon argent. Elle avait utilisé l'intellect même sur lequel je m'étais jadis appuyé, puis que j'avais jeté. Elle avait transformé en arme la partie d'elle-même que j'avais jugée sans importance. J'ai regardé d'elle à Pierre Laurent, et soudain toute leur dynamique s'est mise en place avec une clarté horrifiante. Ce n'était pas un rendez-vous. Ce n'était pas un PDG mentorant une jeune entrepreneuse. La façon dont Pierre la regardait, c'était le regard d'un faiseur de roi qui avait trouvé sa reine. Il n'était pas juste un investisseur, c'était un véritable croyant. J'ai essayé de reprendre mes marques, de retrouver mon arrogance habituelle. C'est un marché difficile, Sophie. Beaucoup ont essayé de nous défier. Ils ont tous échoué. Ils ont essayé de vous concurrencer, a dit Pierre Laurent, parlant pour la première fois depuis plusieurs minutes. Sa voix était calme, mais elle portait le poids d'une autorité absolue. Ils ont essayé de construire une meilleure version de ce que vous faites déjà. EthalLogic ne concurrence pas Nexus, Monsieur Dubois. Elle vise à la rendre obsolète. Obsolète, le mot est resté suspendu dans l'air. Une sentence de mort. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, a dit Pierre, son ton signifiant la finalité de la conversation. Nous avons des projections à discuter. Il a pris son verre de vin et l'a levé vers Sophie. À Ethelred, a-t-il dit, sa voix pleine d'une admiration sincère. À Ethelred, a-t-elle répondu, ses yeux rencontrant les siens par-dessus le bord de son verre. Dans ce seul regard partagé, j'ai tout vu. Le partenariat, le respect mutuel, la vision partagée. C'était une connexion bien plus profonde et plus puissante que tout ce que j'avais jamais eu avec elle ou avec qui que ce soit. Ils étaient partenaires égaux. J'étais renvoyé, une insignifiance à leur table. Je me suis retourné et je suis parti, non pas avec la démarche confiante d'un roi, mais avec le pas traînant d'un homme qui venait de voir son propre fantôme. J'ai trébuché jusqu'à ma table, mes jambes faibles et instables. Marie me regardait, son joli visage un mélange d'impatience et d'inquiétude. C'était quoi ça? Tu es resté une éternité. Mes huîtres sont en train de tiédir. Je me suis affaissé dans ma chaise. J'ai regardé Marie, son visage parfaitement maquillé, sa robe de créateur, son expression vide, et je n'ai rien ressenti. J'ai regardé l'assiette de foie gras à moitié mangée, un symbole d'une richesse qui, soudain, me paraissait fragile et dénuée de sens. J'avais pensé que j'avais laissé à Sophie un règlement généreux. J'avais pensé que j'achetais son silence. Je réalisais maintenant ce que j'avais réellement fait. Je ne lui avais pas donné un parachute doré, je lui avais donné le trésor de guerre dont elle avait besoin pour me détruire. Qu'auriez-vous fait à ma place? Vraiment? La suite du dîner fut un flou. Je remuais ma nourriture dans mon assiette, les riches saveurs du confit de canard devenant du carton dans ma bouche. Le bavardage de Marie sur ses amis, le shopping, un voyage prévu à Saint-Barth, était un bourdonnement insignifiant. Mon esprit était un maelstrom de panique et d'incrédulité, rejoignant la conversation à la table de Sophie en boucle, visé à la rendre obsolète. J'avais bâti mon identité sur les fondations de Nexus Innovation. Je n'étais pas juste un homme riche, j'étais un visionnaire, un génie,
l'homme qui avait révolutionné le traitement des données. Être rendu obsolète n'était pas juste une menace financière, c'était une menace existentielle. Si je n'étais pas Julien Dubois, PDG de Nexus, qui étais-je? Dès que nous étions à l'arrière de ma Maybach avec chauffeur, le silence de la voiture amplifiant le bruit frénétique dans ma tête, j'ai sorti mon téléphone. Mes doigts, d'habitude si agiles sur l'écran tactile, étaient maladroits et épais. « Qu'est-ce que tu fais ?» Marie a demandé, son ton accusateur. « Tu ne m'as pas dit 2 mots de la soirée. Tu m'as complètement embarrassé en fonçant là-bas. »« Je suis occupé, » ai-je grogné, sans lever les yeux de l'écran. J'ai tapé Ethelred Logic dans la barre de recherche. Les résultats étaient rares, ce qui était en soi terrifiant. Ce n'était pas une start-up grand public avec une forte présence sur les réseaux sociaux. C'était une opération furtive. Il y avait un site web d'entreprise minimaliste. La page d'accueil était austère, ne comportant que le nom de l'entreprise et un seul slogan cryptique. Repenser l'architecture. J'ai navigué vers la page à propos de nous. Là, sous le titre « Fondatrice et directrice de la technologie », se trouvait une photo de Sophie. C'était la même femme que dans le restaurant, confiante, posée, avec une lumière intelligente dans ses yeux que l'appareil photo avait parfaitement capturé. Sa biographie était concise et brutale dans son efficacité. Elle mentionnait ses premiers travaux en microprocesseurs, ses diplômes avancés du MIT en intelligence artificielle et en informatique quantique, et listait une douzaine de brevets déposés au cours des 18 derniers mois. Des brevets dont je n'avais jamais entendu parler. Des brevets déposés sous son nom de jeune fille, Sophie Reed. J'ai cliqué sur l'onglet « Conseil d'administration ». Le premier nom listé était Pierre Laurent, président. Les autres noms étaient un qui-est de la royauté technologique et des légendes du capital risque. Des gens que j'admirais, des gens que j'avais essayé en vain de courtiser pour mon propre conseil. Ils avaient tous misé sur Sophie. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. J'ai senti une sueur froide perler sur mon front. J'ai continué à creuser, utilisant mon accès privé aux terminaux d'information financière. J'ai trouvé les dépôts pour son tour de financement de Série A. Les chiffres m'ont rendu physiquement malade. Lauren Holdings n'avait pas seulement mené le tour, ils y avaient inversé une somme astronomique. Le financement total qu'Ethelred Logic avait levé était de près d'un demi-milliard d'euros. Mon généreux règlement, l'argent que j'avais utilisé pour la jeter, n'était qu'une erreur d'arrondi dans son nouveau budget. Ce n'était rien de plus que la clé qui démarrait un moteur de Formule 1. C'est quoi ça? Marie a exigé, se penchant pour regarder mon téléphone. Elle a vu la photo de Sophie. Tu es sérieusement en train de chercher ton ex-femme en ce moment devant moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne comprends pas, ai-je murmuré, ma voix basse. Ce n'est pas ce que tu crois. Oh, je crois que je comprends parfaitement. Elle a rétorqué, la voix montant. Tu es toujours obsédé par elle. Je le savais. La façon dont tu l'as regardée ce soir. Tu vas m'acheter un collier à 20 000 € et pourquoi faire? Pour rester là à baver sur la femme que tu étais censé avoir oubliée il y a des années. Ces mots ne m'ont pas vraiment atteint. Je faisais défiler un article très technique dans un journal spécialisé de l'industrie qui venait d'apparaître dans ma recherche. Le titre était « Le paradigme étal, un saut quantique dans le traitement des réseaux neuronaux ». L'article détaillait, dans un jargon très technique, la base théorique de la nouvelle architecture de puces d'Ethelred Logic. Il décrivait un système qui ne se contentait pas d'améliorer les modèles existants, mais les modifiait fondamentalement en utilisant une approche hybride qui imitait les structures neuronales organiques. C'était brillant, c'était élégant. Et si ça marchait comme décrit, ça ferait passer mes puces Nexus pour des bouliers. L'auteur de l'article était Dr. Sophie Reed. Je me souvenais d'elle tard le soir, gribouillant des équations dans des carnets que j'avais considérés comme des gribouillages. Je me souvenais d'elle parlant avec enthousiasme de biomimétisme et de voix neuronale,
des idées que j'avais qualifiées d'irréalistes et commercialement non viables. J'avais écrasé sa curiosité intellectuelle sous le poids de mon propre pragmatisme. Je n'avais pas seulement ignoré ses idées, je les avais activement découragées. Et elle les avait prises et avait construit une bombe silencieuse juste sous mon trône. « Réponse-moi, Julien !» Marie a hurlé, sa voix crissant sur mes nerfs à vif. « C'est ça? Tu es jaloux qu'elle soit avec ce vieux bonhomme? » « Vieux bonhomme? » J'ai ri, un son amer et brisé. « Ce vieux bonhomme, c'est Pierre Laurent. Il pourrait m'acheter et me revendre 10 fois sans même remarquer les frais de transaction. Et il n'est pas juste avec elle. Il la soutient. Elle est ma concurrence. Marie m'a fixé. Sa couleur momentanément remplacée par la confusion. Elle, ta concurrente, qu'est-ce qu'elle vend? Des casseroles. C'est une entreprise de traiteurs, pas vrai? L'ignorance, le fossé abyssal entre le monde de Marie et la réalité qui s'abattait sur moi était soudainement insupportable. La fondation de notre relation, mon pouvoir, ma richesse, sa beauté, son adoration, avait été une transaction simple et claire. Mais maintenant, mon pouvoir semblait illusoire. Ma richesse était menacée, et son adoration, basée sur ce pouvoir, me paraissait sans valeur. « Sors », ai-je dit, ma voix dangereusement basse. « Quoi? » »« Sors de la voiture. »« Tu es fou? On est sur le périphérique. Tu ne peux pas me jeter comme ça. »« Frank », j'ai aboyé au chauffeur par l'interphone. « Arrête-toi bien. » Maintenant, le chauffeur, un homme stoïque qui travaillait pour moi depuis des années et ne m'avait jamais entendu élever la voix, a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, les yeux écarquillés. Il a habilement manœuvré l'énorme voiture sur l'accotement. « Julien, tu ne peux pas être sérieux !» Marie a crié, une note de vraie peur dans la voix. Maintenant, je me suis tourné vers elle et elle a reculé devant le regard dans mes yeux. Le milliardaire charmant et puissant avait disparu. À sa place, un animal désespéré et acculé. Ce soir, je célébrais mon succès. Et tout ce dont tu pouvais parler, c'était d'un sac à main. Pendant ce temps, tout mon monde a pris feu, et tu t'inquiètes de tes huîtres qui tiédissent. Tu es une distraction que je ne peux plus me permettre. Sors. Des larmes ont monté dans ses yeux, maculant son mascara parfait. Mais toutes mes affaires sont à ton appartement. Je te les enverrai, ai-je dit froidement. Maintenant, sors. J'ai appuyé sur un bouton et la porte à côté d'elle s'est déverrouillée avec un léger clic. Un instant, elle m'a juste regardé, la bouche bée. Puis, avec un sanglot de rage et d'humiliation, elle s'est précipitée hors de la voiture, debout sur l'accotement sale de l'autoroute dans sa robe de créateur et ses talons, tandis que les voitures filaient. Je n'ai pas regardé en arrière. « Roule !» ai-je ordonné au chauffeur. Alors que la Maybach se fondait de nouveau dans le trafic, laissant Marie, une silhouette diminuant rapidement dans le rétroviseur, je n'ai ressenti aucune satisfaction, aucun sentiment de contrôle retrouvé. J'avais chassé une distraction, mais la menace demeurait. J'ai regardé le téléphone dans ma main, le visage souriant et confiant de mon ex-femme. Je n'avais pas juste perdu une petite amie, j'avais perdu le fil. Le récit de ma vie, si soigneusement élaboré, avait été détourné. Je n'étais plus le héros de ma propre histoire. J'étais sur le point de devenir le méchant de la sienne. Les jours qui ont suivi ce dîner au ciel de Paris ont été une démolition au ralenti. J'existais dans un état de paranoïa hyper alerte. Je parcourais les couloirs de ma propre entreprise, la tour de verre et d'acier étincelante de Nexus Innovation Arts. Mais ça ne me semblait plus être mon royaume. Ça ressemblait à une exposition de musée, un monument à une dynastie bientôt éteinte. J'ai convoqué une réunion d'urgence avec mes meilleurs ingénieurs, ces soi-disant génies que je payais des millions par an. J'ai jeté la revue technique présentant l'article de Sophie sur la table polie de la salle de conférence. « Ethel Red Logic », ai-je dit, la voix tendue. « Qu'est-ce qu'on sait? » Des regards vides.
Quelques-uns des chercheurs seniors se sont agités inconfortablement. Finalement, un jeune ingénieur ambitieux nommé Benoît a pris la parole. Nous avons eu des murmures, monsieur, des rumeurs d'une nouvelle architecture issue d'une start-up furtive. Nous l'avons signalé à la R&D il y a quelques mois. Mais quoi? Ai-je exigé, ma voix dangereusement basse. Mais les données théoriques initiales semblaient fantaisistes. Un autre ingénieur senior, un homme nommé Picard, que j'avais débauché d'un concurrent, a ajouté. Cela défiait les modèles conventionnels. Nous l'avons rejeté comme de la posture académique, pas commercialement viable. J'ai senti une vague de fureur blanche et brûlante. Pas commercialement viable. Les mots exacts que j'avais utilisés pour rejeter les idées de Sophie toutes ces années. Ma propre myopie, ma propre arrogance avaient été institutionnalisées. C'était devenu la politique de l'entreprise. Vous l'avez rejeté. J'ai rugi, claquant mon poing sur la table, faisant sauter les verres d'eau. Vous êtes payés pour être des visionnaires, pour anticiper l'avenir, et au lieu de cela, vous êtes restés là, à vous engraisser et à vous complaire, pendant que mon ex-femme, construisait l'arme qui allait tous nous massacrer. La pièce est tombée dans un silence stupéfait et terrifié. La mention de mon ex-femme était une violation choquante du mur professionnel que j'avais toujours maintenu. J'ai passé la semaine suivante dans une course folle et désespérée. J'ai confié à mon département R&D un seul objectif, répliquer le travail de Sophie. J'ai versé des dizaines de millions d'euros dans l'effort, retirant des ingénieurs d'autres projets, exigeant qu'ils travaillent sans relâche. Les résultats ont été désastreux. Les premiers rapports qui sont revenus étaient pleins de confusion. L'architecture Ethel n'était pas une itération, c'était une révolution. Elle exigeait une façon de penser complètement différente. Mes ingénieurs, aussi brillants soient-ils, étaient comme des musiciens classiques à qui l'on demandait de jouer du free jazz. Ils n'en avaient pas l'instinct. Ils ne pouvaient pas reproduire l'âme de la machine parce qu'ils ne comprenaient pas la philosophie derrière elle. Pire, j'ai découvert que 2 de mes jeunes spécialistes de l'IA, les plus prometteurs, avaient démissionné il y a 3 mois. Une vérification rapide et frénétique a révélé qu'ils avaient tous deux été embauchés par une nouvelle entreprise de logique financée à Paris. Sophie ne me surpassait pas seulement intellectuellement. Elle débauchait mes meilleurs talents sous mon nez. Elle savait exactement qui cibler parce qu'elle m'avait probablement entendu vanter leur travail à table il y a des années. Elle utilisait ma propre vie contre moi. Ma vie personnelle était en ruine. La nouvelle de mon abandon de mari sur l'autoroute avait bien sûr fuité dans les tabloïds. J'étais dépeint comme un monstre sans cœur, un récit que mes rivaux amplifiaient avec joie. Mon image publique méticuleusement soignée se fissurait. Je m'en fichais. Marie était un fantôme, un symptôme de la maladie de mon hubris. Le vrai problème était Sophie. J'ai commencé à la voir partout. Pas littéralement, mais dans l'architecture de ma propre vie. Je marchais dans le bureau minimaliste et ouvert de Nexus, un design de bureau qu'elle avait esquissé sur une serviette, arguant autrefois qu'il favoriserait la collaboration. Un design que j'avais mis en œuvre des années après son départ et dont j'avais tiré le crédit. J'utilisais un logiciel dont l'interface utilisateur était basée sur les principes de conception intuitive qu'elle avait défendus. Ses empreintes étaient partout dans mon succès et je ne l'avais jamais, pas une seule fois, reconnu. Un soir, incapable de dormir, je me suis retrouvé dans le vaste dressing de mon penthouse. J'ai poussé des rangées de costumes sur mesure et j'ai trouvé une boîte poussiéreuse rangée à l'arrière. À l'intérieur se trouvaient des reliques de ma vie d'avant. Vieilles photos, annuaires universitaires. J'ai trouvé une photo de moi et Sophie de notre remise de diplôme universitaire. J'étais mince, avide, un feu dans les yeux. Elle était à côté de moi, son bras lié au mien, me regardant avec un regard d'une croyance et d'un amour si profond que ça faisait physiquement mal à voir. Elle ne regardait pas l'appareil photo. Elle me regardait comme si j'étais la seule chose au monde. Je me souvenais de ce jour.
J'avais juste remporté un prix d'ingénierie prestigieux. On a réussi, sauf, lui avais-je dit. Quand étions-nous devenus je? Quand avais-je commencé à croire au mythe de l'homme autodidacte, effaçant ses contributions de l'histoire jusqu'à ce que même moi j'oublie qu'elles aient jamais existé? La réponse était claire. C'est arrivé lentement, puis d'un seul coup. À chaque succès, j'avais pris une plus grande part du crédit. Et chaque nouveau cycle de financement, je l'avais vu moins comme un partenaire et plus comme un accessoire. Je n'avais pas juste divorcé d'une femme. J'avais essayé d'effacer une cofondatrice. Une semaine plus tard, la vraie bombe a éclaté. Ethel Red Logic a annoncé son premier produit officiel, le cœur de traitement Ethel 1, disponible pour l'intégration au niveau de l'entreprise. Ils ont également annoncé leur partenaire de lancement phare, Laurent Automotive, l'entreprise de voitures électriques de luxe de Pierre Laurent. Le communiqué de presse indiquait que la puce Ethel 1 alimenterait leur suite de conduite autonome, en faisant le système le plus avancé et le plus réactif au monde. Nexus avait courtisé Laurent Automotive agressivement pendant 2 ans, désespéré de faire entrer ses puces dans ce même système. Cela aurait été leur entrée fort dans le secteur automobile. Ils avaient été bloqués à chaque tournant. Maintenant, je savais pourquoi. Pierre n'attendait pas juste une meilleure puce. Il attendait la puce de Sophie. La réaction du marché a été instantanée et brutale. L'action de Nexus Innovation est chutée de 30% en une seule journée. Des milliards d'euros de ma fortune, de mon identité, de mon tableau de bord, se sont évaporés dans l'air. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Les membres de mon conseil exigeaient des réponses. Mes investisseurs paniquaient. Ce soir-là, j'étais assis seul dans mon vaste penthouse vide, les lumières scintillantes de la ville en contrebas semblant se moquer de moi. J'ai versé un verre de whisky, le liquide ambré captant la lumière. Je n'étais plus le roi arpentant son domaine du 60e étage. J'étais un homme dans une tour de verre, regardant un raz-de-marée approcher, sachant que les fondations étaient construites sur du sable. J'avais pensé que le pire qui pouvait arriver était de perdre des parts de marché. Je me suis trompé. Le pire était la réalisation écrasante et destructrice d'âme que la femme que j'avais jugée indigne de mon avenir était maintenant indéniablement l'architecte de ma chute. Et elle l'avait fait non pas par malice ou vengeance, mais simplement en étant la personne brillante que j'avais refusé de voir. 3 mois plus tard, la poussière ne s'était pas retombée. Elle s'était coalescée en un nouveau paysage permanent. Le nom Ethel Red Logic n'était plus un murmure dans le monde de la tech. C'était un rugissement. Leur puce n'était pas juste un succès. C'était un changement de paradigme. Les grandes entreprises de cloud computing, les fermes de serveurs et les laboratoires de recherche en IA faisaient la queue, désespérés d'intégrer le cœur Ethel 1 dans leur système. Nexus perdait des clients et son action était en déclin régulier et agonisant. Je suis devenu un reclus. J'avais arrêté d'aller au bureau, gérant mon empire en ruine depuis les confins stériles de mon penthouse. Le conseil d'administration avait tenu une réunion d'urgence où ils avaient failli exiger ma démission, installant plutôt un nouveau COO pour gérer les opérations quotidiennes, un coup d'État poli. J'étais un roi de nom seulement, une figure de proue sur un navire qui sombrait. J'avais perdu du poids. Mes costumes coûteux pendaient à ma carcasse. Le feu dans mes yeux avait été remplacé par un regard hanté et creux. Je passais mes journées à regarder les informations financières, chaque mention d'Ethelred une nouvelle torsion du couteau, et mes nuits à regarder de vieilles photographies, essayant de localiser le moment exact où j'avais commis ma catastrophique erreur. Un après-midi, mon assistante m'a appelé. « Monsieur, il y a un colis pour vous. Un coursier vient de le déposer. »« Je n'attends rien, » ai-je marmonné. « C'est de la part d'Ethel Red Logic, monsieur. » Mon sang s'est glacé. « Faites-le entrer. » Le colis était une simple boîte noire élégante. Il n'y avait pas de mots. À l'intérieur, niché dans de la mousse sur mesure, se trouvait un seul objet.
C'était une tranche de silicium d'environ 20 cm de diamètre, gravée de centaines de microcircuits identiques et incroyablement complexes. Je l'ai reconnu immédiatement. C'était une tranche de production de la puce Ethal 1. Je l'ai prise, mes mains tremblant légèrement. C'était magnifique, une merveille de l'ingéniosité humaine. Je pouvais voir le design révolutionnaire dans les motifs, les voies anéchoïques, les grappes denses de processus de style neuronal. C'était une œuvre d'art. C'était la manifestation physique du génie de Sophie. Dessous, il y avait une petite carte de couleur crème. Dessus, une seule phrase manuscrite. J'ai pensé que tu voudrais voir ce que nous avons construit. Ce n'était pas signé, mais ce n'était pas nécessaire. Le « nous » était un poignard. C'était le mot que j'avais volé à leur passé partagé, et elle l'utilisait maintenant pour définir son avenir indépendant. Ce n'était pas de l'exaltation. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une déclaration de fait simple et dévastatrice. C'était ce qu'ils avaient créé, elle et sa nouvelle équipe. C'était l'avenir que j'avais rejeté. Je suis resté là longtemps, tenant le silicium froid et lisse, un contraste saisissant avec la tourmente de mon âme. J'avais passé ma vie à croire que le succès était un jeu à somme nulle, que pour que je m'élève, d'autres devaient tomber. Je voyais les gens comme des actifs ou des passifs, des outils à utiliser ou des obstacles à supprimer. J'avais classé ma propre femme comme un passif et ce faisant, j'avais commis la plus profonde erreur de jugement possible. Sophie n'avait pas cherché à me détruire. Je le voyais maintenant. La vengeance était un motif trop petit pour un esprit comme le sien. Elle avait simplement cherché à construire quelque chose de nouveau, à réaliser le potentiel que j'avais tenté d'étouffer. Ma destruction n'était qu'un sous-produit de sa création, une conséquence incidente de son génie enfin libéré. J'avais fait obstacle au progrès, et le progrès m'avait tout naturellement écrasé. Je me suis approché de la fenêtre pleine hauteur, regardant la ville en contrebas. C'était la même vue que du ciel de Paris, mais ma perspective avait changé irrévocablement. Je ne voyais plus un royaume à mes pieds. Je voyais un monde complexe et interconnecté que j'avais essayé de dominer plutôt que de comprendre. J'ai pensé à Sophie, non plus avec colère ou jalousie, mais avec un étrange sentiment de vide mêlé de respect. Je l'imaginais dans une salle de conférence, devant un tableau blanc, esquissant des équations qui changeraient le monde. Elle était enfin dans son élément, débarrassée de mon ego. Et Pierre Laurent, il n'était pas juste un prétendant, c'était un partenaire qui avait vu sa valeur dès le début, qui n'avait pas eu besoin qu'elle soit petite pour qu'il se sente grand. J'ai regardé la tranche Ethelred dans ma main, puis de nouveau la ville. Mon empire s'écroulait, ma fortune diminuait, ma réputation était en lambeaux. J'avais perdu tout ce que je pensais important, et dans ce moment de perte absolue, une pensée étrange, terrifiante et pourtant libératrice a fait surface. J'avais passé 2 décennies à construire Nexus Innovation. C'était l'œuvre de ma vie. Maintenant, elle échouait. Mais la technologie qui la sous-tendait, les idées fondamentales, avaient toujours été un effort conjoint. J'avais le choix. Je pouvais me battre, m'accrocher aux débris de ma fierté et sombrer dans les flammes où je pouvais enfin reconnaître la vérité. J'ai marché jusqu'à mon bureau, j'ai posé délicatement la tranche et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à taper, non pas à mes avocats ou à mon conseil, mais un email à la seule personne qui comprendrait. Je ne savais pas si elle le lirait. Mais je devais l'écrire. C'était un message que j'aurais dû envoyer il y a 20 ans. Il commençait par 3 mots simples. Tu avais raison. Et aujourd'hui, franchement, je ne sais pas. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parfois, je me dis que j'ai fait une erreur irréparable. Probablement les deux, en fait. C'est ça la vie, non? Rien n'est clair, rien n'est parfait. Mais c'est la mienne. Et peut-être, juste peut-être, ce n'est pas si grave de ne pas être le roi de l'univers, si ça me permet enfin de voir la valeur de ceux qui étaient là, à mes